Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de ce Conseil européen qui s'est ouvert à Bruxelles. Il y en a un tous les 4 mois en moyenne et à chaque fois, les sujets de crispation ne manquent pas. Mais ce sommet-là est peut-être l'un des plus tendus de l'histoire. La crise migratoire, conjuguée à l'arrivée d'un gouvernement populiste en Italie, rebat complètement les cartes. Les blocs se resserrent, les pays de l'Est sont déterminés. C'est sur la question des frontières et de l'accueil des migrants que tout se joue. Comment concilier des positions totalement opposées? Un accord est-il possible? L'Europe de Robert Schuman est-elle morte? Autant de questions dont nous débattrons avec nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Caroline Michel-Aguirre à Olivier Babot. Nous continuerons de parler d'Europe, mais sous un angle plus franco-français. Nous nous pencherons sur la stratégie du parti LR, Conseil national ce samedi à Menton. Et il est crucial, là aussi, pour définir une ligne commune. Mais là aussi, donc, les divergences sont profondes, les pro-européens contre les souverainistes. Laurent Wauquiez peut-il être celui qui rassemble? Nous en débattrons avec nos spécialistes. L'entretien du jour, nous recevons Pierre Bonte-Joseph. Il est responsable du pôle magazine à Public Sénat et il a réalisé un documentaire sur Simone Veil à l'occasion de la panthéonisation de l'ancienne ministre. Ça s'appelle Simone Veil, mémoire d'une immortelle. Ce sera diffusé ce samedi à 21h30 et dimanche à 12h30 sur notre antenne. Mais d'abord, ce Conseil européen à haut risque. La question migratoire est peut-être en train d'enterrer l'Europe qu'on a connue jusqu'à présent. On est face à des blocs qui paraissent inconciliables. Une Europe des solidarités contre une Europe de fermeture. Quelle est l'issue possible? On va en parler avec nos invités juste après ce sujet de Fabien Recker et d'Aurélien Romano. C'est un sommet décisif pour l'avenir de l'Europe qui s'est ouvert à Bruxelles. La crise migratoire est devenue une crise politique qui appelle à davantage de coopération pour Emmanuel Macron. Est-ce que nous voulons des solutions nationales ou est-ce que nous croyons dans des solutions européennes et de coopération? Pour ma part, je défendrai des solutions européennes. Fragilisée par la question des migrants en Allemagne, contestée par l'aile droite de sa coalition, Angela Merkel avait quant à elle dramatisé l'enjeu devant les députés allemands ce matin. L'Europe fait face à de nombreux défis, mais celui de la question migratoire pourrait décider du destin de l'Union européenne. Une Union européenne plus divisée que jamais, comme l'a montré la récente passe d'armes entre la France et l'Italie autour de l'Aquarius. Il y a d'abord les pays de l'Est de l'Europe, Pologne et Hongrie en tête, qui refusent catégoriquement d'accueillir de nouveaux migrants. L'Italie, de son côté, veut en finir avec le règlement de Dublin, qui lui impose, de par sa position géographique, de porter l'essentiel de la charge des migrants venus d'Afrique du Nord. Des positions opposées à celles de l'axe Paris-Berlin-Madrid. Giuseppe Conte a déjà menacé de veto tout accord qui ne serait pas satisfaisant pour Rome. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Jean Bizet, bonsoir, sénateur LR de la Manche, président de la Commission des Affaires européennes. Philippe Bonnecarrère, bonsoir, sénateur centriste du Tarn et vice-président de la Commission des Affaires européennes. Antoine Colonna, bonsoir et bienvenue à vous également, rédacteur en chef du service Mandat Valeurs Actuelles. Et nous attendons Anne Masset, qui est déléguée générale du think tank Confrontation Europe. Elle arrivera dans quelques minutes. Je voudrais commencer avec ces mots d'Angela Merkel prononcés dimanche dernier lors du mini-sommet. Nous savons que le sommet européen de jeudi et vendredi n'aboutira pas à une solution validée par les 28 États membres sur l'ensemble des questions migratoires. La chancelière allemande évoque plutôt des accords à 2, voire 3 États. Philippe Bonnecarrère, si même Angela Merkel n'y croit pas, comment croire à la réussite de ce sommet? Premièrement, et nous aurons l'occasion de l'évoquer, les solutions en matière de migration ou droit d'asile sont forcément des solutions européennes, parce que les arrivées peuvent se faire par plusieurs pays, la gestion des frontières est aujourd'hui européenne. Après, est-ce qu'il y aura ou non une solution? Je suis convaincu qu'il y aura une solution européenne. Ce que je ne sais pas, c'est quel sera le niveau de cette solution. Il peut y avoir une solution à 27 ou 28, il peut y avoir une solution avec un noyau dur de pays, au moins 9, c'est ce qu'on appelle une coopération renforcée, l'Europe à plusieurs vitesses. Il peut y avoir des accords entre États. Je suis convaincu qu'il y aura l'une de ces solutions, peut-être la combinaison 2 et 3. Je n'ai effectivement pas trop d'illusions sur la solution 1 à 28. Donc vous faites plutôt partie des optimistes, j'ai envie de dire. Oui. Jean Bizet, est-ce que c'est aussi votre cas ou est-ce que l'objectif c'est juste de limiter la casse, d'avoir un accord à minima? Est-ce qu'on court ce risque dans ce Conseil européen? Non, Philippe Bonnecarrère vient de prononcer le mot coopération renforcée. C'est un concept qui n'a pas été suffisamment utilisé dans le fonctionnement et dans l'avancée de l'Europe.
un des grands dossiers sur lesquels on avait avancé en coopération renforcée fut le brevet communautaire. Là, nous sommes face à, je dirais, un dossier majeur, c'est vrai, le problème migratoire. Et pourquoi pas, dans un premier temps, compte tenu de la crispation des pays d'Europe de l'Est, qu'on peut comprendre quand on connaît leur histoire. Ils viennent de recouvrer, depuis simplement une dizaine d'années, leur identité. Ils ne veulent pas la perdre. Or, il ne faut pas non plus que nous perdions l'ADN de l'Europe. Et donc, entre l'Europe de l'accueil et l'Europe de la fermeté, moi je suis plutôt sur une Europe de l'autorité qui, avec des pays, je dirais, d'origine, tels que l'Afrique, doivent élaborer de nouvelles coopérations. C'est là que prend toute sa valeur ce que l'on appelle le concept, là aussi, de l'Union pour la Méditerranée. Souvenons-nous, quand l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, avait, à une époque où ce n'était pas prégnant, imaginé investir dans ces pays pour éviter ces flux migratoires, il avait raison trop tôt. Il faudra bien quand même qu'on se penche sur la question, parce que regardez 2 ou 3 chiffres. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,250 milliard, je dirais, d'habitants. Il y en avait simplement 250 millions il y a 60 ans. Il y en aura dans 30 ans 2,5 milliards. On ne peut pas imaginer quelques frontières que ce soit pour canaliser tout cela. Donc il faut anticiper avec les valeurs de l'Union, qui ne sont pas des valeurs de naïveté, ni d'ouverture à tout va. Antoine Colonna, je vous donne la parole. Pendant ce temps-là, Anne Massé est en train de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour et bienvenue à vous également. Je le disais, vous êtes délégué général du think tank Confrontation Europe. Vous aurez la parole dans un instant. Avant cela, Antoine Colonna, le JDD titrait ce week-end l'un de ses articles, le choc de 2 blocs. Il y a 2 blocs aujourd'hui dans cette Europe ? Oui, aujourd'hui, il y a absolument 2 blocs en Europe. Il y a même, c'est presque abusif de dire que le couple franco-allemand représente l'Europe à lui seul. Il y a aussi une Europe de l'Est qui est composée essentiellement du groupe de Visegrad, mais qui a été rejointe par l'Autriche, par l'Italie. On ne peut pas dire que ce sont des pays mineurs dans la construction européenne. Et donc vous nous dites qu'il n'y a pas 2 blocs, il y en a beaucoup plus que ça en fait ? Non, puisque le bloc Autriche-Italie rejoint le groupe de Visegrad. Vous avez donc cette autre Europe, on pourrait dire. Il y a une Europe alternative qui fait des choix très différents de ce que veulent faire Paris, Berlin et même maintenant Madrid, puisque avec le changement gouvernemental d'il y a 15 jours, les Espagnols sont sur la même ligne que Berlin et Paris. Mais ça ne suffit pas pour avoir le monopole de l'Europe. Donc c'est là où il y a effectivement une scission chez les Européens. Elle n'est pas définitive, mais c'est vrai que ça empêchera un accord. Le Premier ministre italien l'a dit ce matin, si le texte n'est pas bon, je mettrai mon veto. Anne Massé, est-ce que vous faites partie des optimistes ou des pessimistes sur ce dossier européen ? On entendait 3 points de vue à l'instant, avec un peu d'optimisme finalement. Un accord sera trouvé, même s'il n'est pas à la hauteur des attentes de tout le monde. Est-ce que vous y croyez ? Alors, il me semble qu'on est là à un moment vraiment critique pour l'Europe et qu'il y a un risque. Il y a un risque que l'Europe se délite. Les pays sont extrêmement divisés entre États membres et même au sein des États membres. Et puis certains aussi jouent sur les peurs, la haine, parfois pour des raisons de politique interne, parce qu'ils sentent monter même parfois à l'extrême droite. On peut penser par exemple à Hans Seehofer, le ministre de l'Intérieur allemand, qui a bientôt des élections en Bavière et où l'AfD monte. Et donc il fait pression sur Angela Merkel et même qu'il la met en demeure finalement de reconduire à la frontière donc les déboutés ou en tout cas ceux dont les autres pays n'ont pas fini de conduire la politique d'asile. Tout ce que vous dites ne rend pas optimiste pour le moment. Ne rend pas l'impression que vous avez. Et dans le même temps, il y a quand même une volonté de progresser, de s'entendre. Si on arrive déjà à valider un certain nombre de sujets sur lesquels on progresse, par exemple les questions de renforcer la frontière européenne commune, il y a consensus en tout cas sur ce sujet-là, d'anticiper les moyens aussi, donc d'arriver à un corps de garde-frontières de 10 000 à horizon 2027. Il y a encore d'autres sujets sur lesquels les consensus ne sont pas encore là, beaucoup de débats, on y reviendra par la suite du dialogue. Et je partage ce qui a été dit juste auparavant, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris des moyens à la hauteur des ambitions. Il faudrait justement qu'on soit capable de traiter les causes de ces migrations à la racine.
C'est ce que disait Jean Bizet, effectivement. Alors, vous l'avez dit, il y a effectivement des idées qui font consensus au sein de l'Union européenne. Oui, c'est possible. Par exemple, effectivement, celle de limiter au maximum les arrivées de migrants sur les côtes. Et parmi les propositions qui pourraient déboucher sur un accord, il y a effectivement la multiplication des hotspots dans les pays d'origine ou de transition, le renforcement de Frontex, qui deviendrait alors une vraie police des frontières, création d'une agence européenne des migrations ou encore harmonisation des procédures d'asile. Dans un rapport rendu public hier, la CIMAD, qui est une association de soutien aux migrants, dénonce cette volonté de fermer l'Europe. Aurélien Romano a rencontré l'un de ses représentants. Alors, l'Europe se ferme à l'extérieur et à l'intérieur. Or, cette fermeture à l'extérieur, elle est de moins en moins justifiée puisque nous observons aujourd'hui une baisse de la pression migratoire assez considérable. En revanche, la France ayant fermé ses frontières intérieures, les personnes qui sont refusées à l'entrée en France sont de plus en plus nombreuses et les chiffres sont les suivants, environ 16 000 refusés en 2015, environ 64 000 en 2016 et environ 85 000 en 2017. La France devient une véritable forteresse dans la forteresse Europe. Philippe Bonnecarrère, ce qu'on a l'impression de comprendre, c'est qu'effectivement, ils vont peut-être pouvoir se mettre d'accord, ces chefs d'État européens, mais que finalement, ils vont se mettre d'accord pour devenir une forteresse. C'est ce que dit un peu la CIMAD. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Non, ce n'est pas du tout exact. Je pense d'abord qu'il faut faire la distinction entre deux choses, l'asile et les migrations. Sur le droit d'asile, je ne sens pas de désaccord dans la société européenne et dans la société française sur le fait qu'il faut protéger les personnes qui sont persécutées. Sur ce point, il nous manque une harmonisation du droit d'asile européen pour avoir une réciprocité. Une des difficultés aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont refusées au niveau du droit d'asile en France vont en Allemagne ou dans un autre pays et vice-versa. Oui. Ça, c'est un sujet qui me paraît pouvoir être traité. Le deuxième sujet auquel il est fait référence, c'est le sujet des migrations. Et là, effectivement, nous sommes sur un sujet de longue durée, ce n'est pas simplement une crise, qu'il faut savoir effectivement traiter. Il y a effectivement ce qui a été évoqué, des frontières plus fortes à travers effectivement Frontex et d'autres éléments, la capacité d'avoir un accueil précis dans des zones d'attente ou dans des centres fermés, de telle manière que si les personnes ne répondent pas aux critères du droit d'asile, ils peuvent être éloignés. Il y a aussi d'autres choses qu'il nous faut arriver à réactiver. Par exemple, notre pays a, depuis 2008, un régime particulier pour les professions dites tendues, pour les professions sur lesquelles notre pays aurait des besoins. Et depuis 2008, la liste de ces métiers n'a jamais été revue, c'est-à-dire que le terme est devenu désuet. Ça peut être aussi un instrument de régulation, sans parler de quotas. Il est que nous pouvons être en droit d'apprécier la capacité de notre économie à pouvoir ou non répondre. Donc je récuse le terme d'Europe forteresse. Jean Bizet, une Europe forteresse, une France forteresse, c'est ce que nous dit la CIMAD. N'exagérons pas. Moi, je dis très clairement, je soutiens le président de la République qui s'est heurté avec des mots assez forts, assez violents à l'adresse des ONG. Ce sont des hommes et des femmes au grand cœur, certes, mais qui n'ont aucun sens de la prospective, aucun sens du déséquilibre et de la fracture de la société que peut occasionner malgré tout cette immigration non maîtrisée, si vous voulez. Et sans revenir sur le droit de la mer, puisque c'est un droit ancestral, si je puis dire, il date, je crois, paraît-il, même d'une bulle du pape Pie V en 1586. Mais revenons plus près de notre époque, au travers de la Convention de Genève. On ne peut pas refouler des gens, comme l'a dit tout à l'heure Philippe Bonnecarrère, qui voient leur vie menacée dans leur pays d'origine. Mais regardons la réalité en face. Les ONG font le lit, précisément, des passeurs qui sont de véritables criminels. Il faut faire la distinction entre les naufragés réels et les naufragés intentionnels. Sinon, si vous voulez, notre société va se trouver embarquée véritablement et ce serait la fin de l'Europe. Mais au-delà du dossier migratoire, moi je voudrais quand même positiver sur la déclaration de Meseberg, où il y a quand même eu énormément de choses extrêmement positives. Alors c'est vrai que pour l'opinion publique, même si les flux migratoires sont en diminution, ça reste un problème qui, je dirais, interpelle
et crispe l'ensemble de la société. Oui, parce que tout de même, cette fermeture de l'Europe, est-ce qu'elle n'est pas en train de se construire sur des fantasmes? Antoine Colonna, je voudrais quand même qu'on regarde ces chiffres à nouveau du ministère de l'Intérieur sur le nombre de migrants arrivés sur le sol européen. On est passé de plus d'1 million de migrants en 2015, 1,02 million, à 172 301 en 2017. Est-ce qu'elle n'est pas un fantasme, cette crise migratoire? Elle n'est pas un fantasme parce que... Il y a eu ce pic en 2015, évidemment. Mais depuis... déjà un pic exceptionnel. Et si vous voulez, ce pic s'ajoute à une situation précédente. À une situation où, malheureusement, tout le travail d'intégration, que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, n'a pas été fait encore. Donc, pour le quotidien des citoyens européens, et c'est pour ça que le bloc de l'Est, entre guillemets, est très... Il voit ce qui se passe chez nous. Ils ne sont pas dans une bulle, ils comprennent que nous avons des problèmes. Et ils se demandent, mais pourquoi est-ce que vous voulez rajouter un problème au problème que vous avez précédemment? Donc, même si ce chiffre aujourd'hui semble baisser, il est certain que... Il ne semble pas baisser, il baisse considérablement. On passe d'1 million à 172 000 en 2 ans. Il baisse considérablement. C'est énorme. C'est une séquence. Il peut revenir demain. Vous avez autour de la Méditerranée des pays qui peuvent exploser, qui sont des bombes à retardement. Donc on doit savoir où on va, on doit savoir être très clair avec ce futur. La Turquie tient aujourd'hui, mais vous savez très bien que elle a montré qu'elle pouvait tenir sa frontière, par exemple, pour un échange que nous avons eu avec eux. Mais est-ce que demain elle tiendra encore? Est-ce que l'Égypte tiendra? Est-ce que l'Algérie tiendra? Vous savez, tout n'est pas dans cette séquence. Donc on se ferme pour anticiper, Anne Masset? Alors justement, il me semble qu'il ne faut pas qu'on soit une Europe forteresse. Il faut que l'Europe reste ouverte sur les autres et sur le monde, et dans le même temps, il y a besoin... Et regardez aussi quel est le profil des migrants qui change. En Allemagne, on va avoir déjà un actif pour un retraité. Donc on a quand même un sujet démographique, en tout cas dans un certain nombre de pays européens. Et le profil des migrants, qu'on présente toujours de manière extrêmement négative, immédiatement associée à insécurité, change. C'est-à-dire un peu moins jeune aussi, un peu plus qualifié. Et, c'était indiqué tout à l'heure, on a aussi un certain nombre de secteurs industriels qui ont besoin de compétences. Mais d'où l'importance aussi, et c'est ce qu'on commence à faire, et c'est heureux, de réformer aussi nos systèmes éducatifs et de formation pour permettre à tous, justement, d'accéder et de développer ces compétences. Pardon de vous couper, mais vous ne pensez pas que ces gens vont manquer dans leur pays? Ce sont des pays qui ont besoin de se développer, et nous prenons ces qualités-là. Mais justement, parallèlement. Il me semble que quelque chose qui est extrêmement important, c'est que même avec le développement qu'on doit encourager, c'est-à-dire il faut qu'on permette à chaque pays africain, non pas d'affronter la concurrence frontale, mais justement de s'allier, de coopérer avec les autres, justement pour développer des effets d'échelle, un peu comme ce qu'on a fait en Europe. Donc permettre ça, mais avec le développement, il ne faut pas croire que pour autant il n'y aura pas de migration. Mais ces migrations pourraient changer de nature si on permet un développement positif. Philippe Bonnecarrère, je voudrais revenir sur ces mots employés par deux responsables politiques cités et interviewés dans le JDD le week-end dernier. Éric Ciotti, député LR, nous dit « l'Europe doit rompre avec la naïveté ». Jacques Toubon, défenseur des droits, nous dit, évidemment au contraire, « la peur guide les choix politiques ». On est vraiment dans le vocabulaire de l'émotion. Et je parlais de fantasme tout à l'heure aussi, un peu volontairement et de manière un peu provocante. Est-ce qu'on n'est pas, on ne gère pas cette crise avec trop d'émotions? L'émotion est réelle, mais je ne crois pas qu'on puisse ramener ça uniquement à l'émotion. Il y a quand même un problème de longue durée. Le contexte géostratégique dans lequel vit l'Europe a changé. Les évolutions démographiques concernant l'Afrique sont patentes. Je considère que nous sommes devant la responsabilité d'une génération pour arriver à réguler cela. Donc je crois qu'il faut être ni dans la surenchère, ni dans l'angélisme. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des demandeurs d'asile. Par contre, sur les migrations, l'Europe n'a aucun intérêt à alimenter et à favoriser les mouvements migratoires. Il est donc normal que l'Europe s'organise pour accueillir correctement et intégrer les demandeurs d'asile, mais qu'elle s'organise également à travers des dispositifs dans les pays d'origine, à notre entrée, des règles juridiques probablement différentes pour pouvoir éloigner les personnes qui ne rentraient pas dans ces critères. Mais ça, c'est un travail que ne peut pas faire un pays. C'est un travail qui ne peut être fait que de manière combinée, parce que si un pays prétend résoudre le problème, ça veut dire qu'il le renvoie sur le pays voisin. Donc c'est quelque chose que nous sommes condamnés à régler entre Européens. Et si je devais résumer la situation, quel que soit l'angle d'analyse, voire même le bord politique, à l'heure présente, nous avons besoin de plus d'Europe, probablement d'une Europe
plus forte, mais nous avons bien besoin de plus d'Europe. Et s'il y avait un échec de l'Union européenne, ce serait un échec perdant-perdant, ce serait un échec pour l'Europe, mais très clairement, les pays sont incapables de prendre le relais, y compris les pays de l'Europe de l'Est. Nous ne pouvons vraiment y arriver que collectivement. Jean Bizet, on est condamné à s'entendre et en même temps, on n'y arrive pas. C'est pas le mot condamné, parce que, à mon avis, on construit notre avenir et l'avenir de nos enfants. Moins d'immigration, plus d'intégration, ce qui suppose effectivement plus d'Europe, et plus de partenariat avec les pays d'origine ou les pays de transit. J'attends beaucoup, peut-être un peu naïvement, d'un futur règlement qui s'appelle procédure, qui devrait, je dirais, codifier davantage, voire élargir ce qu'on appelle les pays tiers sûrs. Et moi, je suis un peu catastrophé, malgré tout, de voir les premières analyses qu'en font soit le Conseil d'État, soit la Commission nationale, je dirais, d'évaluation des droits de l'homme, qui veut rétrécir un petit peu ces pays, je dirais, tiers sûrs. Alors qu'on doit en faire demain, dans la rive méditerranéenne, des vrais partenaires. Dans le prochain cadre financier pluriannuel, 44 milliards ont été listés pour justement faire, dans l'esprit du sommet de La Valette, des partenariats économiques. Si nous ne construisons pas des partenariats économiques, effectivement, nous risquons d'être submergés et l'Europe va se crisper alors que ce n'est pas l'ADN de l'Europe. Voilà. Mais comme l'a dit tout à l'heure M. Colonna, ces pays qui nous envoient, parce que ces hommes et ces femmes veulent construire leur avenir ou veulent se protéger, on les appauvrit indirectement, si vous voulez. Donc c'est tout un équilibre à retrouver. Et très honnêtement, c'est vrai qu'on ne peut pas le faire à l'échelle d'un seul État membre. Alors commençons, désolé, par le biais d'une coopération renforcée. Logiquement, il faut 9 États. Eh bien, si on doit commencer à 3 États, allons-y. Mais ne jetons pas l'opprobre, malgré tout, sur les pays du groupe de Visegrad. Regardez où ils étaient il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Ils viennent de recouvrer leur liberté, leur identité. Ils sont jeunes dans l'histoire. Leur nationalité, je n'ai pas dit leur nationalisme, éduquons-les un peu sans leur donner de leçons, mais avec fraternité. Si je peux. Alors cette crise européenne est aussi accentuée, il faut le dire, par une fragilisation du couple franco-allemand. Vous l'avez un petit peu évoqué, Anne Massé, pour des raisons différentes. Emmanuel Macron et Angela Merkel sont en difficulté. On va commencer par le président français. L'épisode de l'Aquarius ne lui a pas réussi. Souvenez-vous de ces mots présidentiels dans la voix du porte-parole. Benjamin Griveaux, c'était à l'issue d'un conseil des ministres le 12 juin. Dans cette crise, l'Italie s'est substituée aux autorités libyennes, puisque le navire Aquarius était dans les eaux libyennes, et elle s'est substituée sans aller jusqu'au bout de la démarche. Et il y a là la preuve d'une forme de cynisme et d'une part d'irresponsabilité du gouvernement italien face à cette situation humanitaire dramatique. Antoine Colonna, ce sont des mots qui ont beaucoup choqué. Est-ce que cet épisode de l'Aquarius a discrédité Emmanuel Macron? Est-ce que ça l'a fragilisé au sein de cette Europe? Il est apparu dans le camp de ceux qui rejettent les populismes, très clairement. C'est vrai que quand le président Macron parle de lèpre, il s'adresse au groupe de Visegrad, il s'adresse aussi à l'Italie. C'est très fort comme terme, ça nous ramène aux années 30. Et bon, on ne peut pas comparer l'incomparable, c'est pas faisable. Je pense qu'il n'a pas été très diplomate, évidemment. Est-ce que c'était un calcul de sa part? Je ne sais pas. Est-ce que c'était un dérapage? Peut-être. Un calcul dans quel sens? Un calcul peut-être pour montrer aux Italiens qu'ils ne céderaient rien. Mais les Italiens gagnent pour l'instant. Les Italiens ont montré leur détermination. Le ministre de l'Intérieur Salvini a montré qu'il pouvait bloquer ce qu'il voulait, et il le fait. Donc en même temps, il envoie aussi un message très fort dans son pays, de dire que la politique décidée peut donner des résultats, et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Les dernières élections en Toscane, qui est un bastion de la gauche en Italie, Sienne, Pise sont passés à la Lega, c'était un coup de théâtre et un tremblement de terre politique en Italie. Et Emmanuel Macron, qui paraissait à un moment donné peut-être être le sauveur de cette Europe en déconfiture, est-ce qu'il ne s'est pas discrédité avec cet épisode de l'Aquarius, Anne Massé? Est-ce que sa parole compte autant qu'il y a 3 mois, aujourd'hui? Il me semble quand même qu'il faut replacer ça aussi dans le contexte. On a laissé l'Italie seule
quand même pendant très très longtemps, alors qu'on avait des chefs d'État, des premiers ministres italiens, un peu comme Emmanuel Macron, justement, qui se veulent humanistes et qui ont accueilli de très nombreux bateaux. Et la France, de droite comme de gauche, n'a pas assumé ses responsabilités de partage, justement, et de répartition des réfugiés. Aujourd'hui, il me semble que dans la mesure où les États sont de plus en plus divisés, il est extrêmement important de ne pas renforcer ces tensions. Parce que tout ce temps qu'on est, on a aussi nos nationalistes chez nous, on a aussi nos populistes qui montent. Donc vous condamnez les mots d'Emmanuel Macron, vous dites qu'il a été maladroit. Je ne vais pas condamner les mots d'Emmanuel Macron, mais je pense que dans les échanges qu'on peut avoir, il y a des sensibilités, des susceptibilités qui sont exacerbées dans le contexte actuel. Et qu'on fera l'Europe, et ça je pense que Emmanuel Macron en a bien conscience, avec les autres Européens. Et donc il faut qu'on arrive à trouver des voies de sortie ensemble. Philippe Bonnecarrère. Je crois que cette question est stratégique. Je crois qu'en général, il ne faut jamais donner de leçons aux autres. Mais votre question, c'est finalement de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Premièrement, je pense qu'il faut clairement répondre effectivement aux problèmes migratoires. L'Europe ne peut pas accueillir toutes les misères du monde et nos populations attendent une fermeté dans le traitement des phénomènes migratoires, tout encore une fois en préservant les îles. Donc s'il n'y a pas des volets opérationnels bien marqués, il est certain que les opinions publiques vont basculer. Reste après une limite, c'est que je crois qu'il serait effectivement dangereux de se lancer dans une surenchère permanente et d'être dans une course, si je puis dire, sans fin, pour rattraper les opinions publiques dans du toujours plus. Il y a quand même des limites. Et pour moi, les limites, pour nous Français et pour l'Europe, c'est ce que j'appelle l'état de droit. C'est-à-dire nous sommes des gens qui devons trouver des solutions efficaces, mais il y a un état de droit à respecter. Il y a des principes républicains, des principes fondamentaux, et que la limite vraiment de l'exercice, c'est que nous devons répondre sur le terrain, nous devons répondre politiquement, mais sans basculer dans une situation où les libertés ne seraient plus préservées. C'est notre différence par rapport à l'Europe de l'Est, c'est-à-dire l'idée aujourd'hui en Europe de l'Est que pour être protégé, il faut que le citoyen renonce à une partie de ses libertés. L'enjeu, c'est de protéger nos concitoyens sans leur demander de renoncer à un certain nombre de libertés. Et je le disais, Emmanuel Macron n'est pas le seul à être en position difficile. Angela Merkel est très fragilisée en interne. Werner Patzelt, professeur de sciences politiques interrogé dans Le Monde, nous dit « Pour la CSU, Merkel a trahi en menant une politique trop à gauche, ouvrant la voie à l'extrême droite ». Angela Merkel semble aussi être dans une situation inédite de danger politique. On a un couple franco-allemand extrêmement fragilisé. Est-ce que ça aussi, ça rend ce Conseil européen et un accord difficile? Ça rend ce Conseil plus délicat que les autres. C'est vrai, pour la bonne raison, c'est que le couple franco-allemand était le couple moteur de l'ensemble de l'Union européenne. Et ça ne semble plus être le cas. Ça ne semble plus être le cas. Mais c'est vrai, sans vouloir vraiment critiquer la chancelière qui a fait des choses merveilleuses, mais depuis quelques années, elle a fait quand même 2 ou 3 fautes majeures. La première fut la décision d'abandonner le nucléaire de façon unilatérale, sans en parler à ses partenaires. Très brutal. Même si le bouquet énergétique, le choix du bouquet énergétique est un choix national, elle sait très bien que pour avoir son autonomie ou sa couverture électrique, elle devait faire des partenariats avec ses voisins. Donc ça, c'est une première faute. D'ailleurs, le milieu économique ne l'a pas oublié. La deuxième faute, c'est effectivement d'avoir accueilli les migrants sans avoir parlé à ses partenaires, si vous voulez. Alors, elle l'a fait sans doute par un devoir d'humanisme. Je n'ose pas imaginer par un calcul purement économique, quand on considère, si vous voulez, la pyramide des âges qui est celle de l'Allemagne. Donc, l'émergence de l'AfD l'a rappelé à la cruelle réalité. Mais encore une fois, c'est un sujet majeur parce qu'il en va, je dirais, de l'avenir et de l'équilibre de l'Europe. Mais un certain nombre de points ont été quand même bien engagés, que ce soit les crédits qui ont été multipliés par 3 sur Frontex, 10 000 hommes, 10 000 gardes-côtes ou gardes-frontières vont quand même être opérationnels dans quelques années. Ensuite, si vous voulez, je crois qu'il faut envoyer des messages à ces pays d'origine. C'est-à-dire que dans le cadre de l'esprit de La Valette, pas question d'imaginer que lorsque des pays
refuse la politique de réadmission, eh bien la politique de développement et d'accompagnement de développement devra se tarir dans ces pays. Antoine Colonna, il nous reste quelques secondes pour conclure. Évidemment, Mme Merkel est très affaiblie. 43% des Allemands veulent son départ. Donc quand on va à un sommet européen avec une si petite majorité, elle est prise en étau entre sa droite et sa gauche, puisque dans sa coalition, vous avez la CSU et le SPD. La CSU, évidemment, tire plus à droite, et la SPD dit, mais si vous avez gain de cause, nous sortirons. Et on suivra les conclusions de ce sommet européen sur Public Sénat. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Caroline Michel-Aguirre à Olivier Babot. On va continuer de parler d'Europe parce que le sujet divise aussi en France et notamment au sein du parti LR. Le parti de droite joue gros ce samedi à Menton lors de son conseil national. Laurent Wauquiez est même attendu au tournant par les pro-européens. Héloïse Grégoire. C'est un débat sur l'Europe qui s'annonce très houleux. À Menton, près de la frontière italienne, l'objectif des Républicains est de déterminer la ligne du parti à moins d'un an des élections européennes. Valérie Pécresse comme Laurent Wauquiez, chacun viendra défendre sa vision de l'Europe. Après le limogeage fracassant de l'ex-numéro 2 Virginie Calmels, comment rassembler et éviter la fracture ? Deux droites s'opposent ouvertement et semblent irréconciliables. D'un côté, Laurent Wauquiez, président du parti, prône une ligne plutôt eurosceptique. Et puis, il y a Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France a dévoilé les 15 mesures de son mouvement libre. Lutte contre le dumping fiscal, sécurisation des frontières. Elle se positionne comme une alternative à la réunification des deux droites. Laurent Wauquiez aura fort à faire pour convaincre tout le monde. Il devra composer avec les ambitions d'un Bruno Retailleau qui a décidé de faire entendre sa voix. Moi, j'ai réuni à Force Républicaine il y a déjà 3 mois. J'ai mis sur la table 30 propositions. J'espère justement contribuer à ma famille politique sur le plan des idées. Samedi, à Menton, c'est aussi une nouvelle guerre des chefs que le parti de Laurent Wauquiez devra éviter s'il veut convaincre. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Caroline Michel-Aguirre. Bonsoir. Bonjour. Et bienvenue, journaliste au service enquête de l'Obs, et Olivier Babot. Bonjour également, président fondateur de l'Institut Sapiens. Est-ce que vous diriez que l'avenir du parti LR et de Laurent Wauquiez se joue sur cette position européenne qui sera exprimée ce samedi? Est-ce que ce Conseil national des LR est crucial? On parle d'un Conseil européen crucial, on a l'impression que ce Conseil national des LR l'est aussi. Il est sûrement déterminant et tout ce qui est venu avant montre à quel point c'est important. Je pense notamment au fait que Virginie Calmels, qui n'était pas sur la même ligne que Laurent Wauquiez sur cette question européenne, le fait qu'elle ait été écartée, elle montre bien quelque chose. D'abord, sur le clivage au sein des Républicains, l'Europe est un sujet majeur. Et on voit bien chez Laurent Wauquiez la volonté de resserrer les rangs et d'exprimer à ceux qui ne seront pas forcément en accord avec lui ce week-end qu'il va falloir choisir. Ça va être avec lui ou sans lui. Et je pense qu'ils sont en train de chercher des angles d'attaque par rapport à Emmanuel Macron, qui ne leur a pas laissé beaucoup de prise depuis le début du quinquennat, puisque c'est un quinquennat libéral. Maintenant, on a compris, et pas social-libéral. On regarde Olivier Babot quand même. Bon. Il va avoir son temps très vite libéral en France. Ça arrive très très vite. Et donc oui, ça va être déterminant. Ouais. Olivier Babot, c'est à vous donc. Alors, je ne rebondirai pas sur la question. Libérale. Question. En tout cas, ça va être très important, c'est certain, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un besoin de réaffirmation de leadership. C'est vrai depuis un an, mais c'est vrai encore plus depuis qu'il y a des crises internes qui sont à nouveau ouvertes. On a l'impression que le problème du leadership avait été réglé. Maintenant, il va falloir que, effectivement, Wauquiez redonne un cap. Finalement, sa prise de position sur l'Europe, elle est exactement à l'image de son besoin politique. Le besoin politique, c'est d'arriver à trouver une troisième voie entre, pour dire, l'extrême droite et puis, effectivement, un Macron qui n'est pas libéral, mais qui, en tout cas, est dans un centre droit, pour dire bien affirmé aujourd'hui. Et donc, il a trouvé une troisième voie. Et c'est amusant que, finalement, ça se traduit dans sa position européenne par le besoin qu'il a exprimé dans son interview au journal des Échos, de trouver aussi une troisième voie entre l'isolationnisme et le fédéralisme. En fait, je le cite juste pour les téléspectateurs qui n'auraient pas lu cette interview dans les Échos. La nouvelle droite sera unie dans sa ligne européenne. Voilà ce qui en ressort. Oui, c'est-à-dire que c'est très clairement qu'on sort, et il le dit clairement, on ne doit pas être européen BA. On est évidemment, il se distingue clairement, il nomme Marine Le Pen, il se distingue des positions évidemment sur la sortie de l'Europe ou sur un isolationnisme.
nationalisme, mais il ne veut pas non plus affirmer effectivement une position fédérale. Il est dans la recherche d'une troisième voie avec une critique assez forte évidemment sur Emmanuel Macron. Et alors, il reste assez peu de ténors chez LR et le peu qui reste compte beaucoup sur ce Conseil national pour savoir quelle ligne sera choisie sur l'Europe. Et c'est le cas notamment de Jean-Pierre Raffarin. Voilà ce que dit l'ancien Premier ministre dans le JDD. En dehors de Valérie Pécresse, je ne vois pas de travail de fond engagé sur l'Europe. Il se dit d'ailleurs prêt à quitter LR s'il ne s'engage pas dans un projet européen ambitieux. Pour le moment, je le cite toujours, le débat n'est pas à la hauteur de la situation. LR n'est donc pas à l'abri de nouveaux départs fracassants. Je crois que la volonté, enfin il me semble plutôt que la volonté de Laurent Wauquiez, comme je disais, de resserrer les rangs, est très forte et très fortement perçue. C'est-à-dire cette famille de droite qui recouvrait plusieurs sensibilités. Historiquement, on le sait, les centristes, plutôt les libéraux, plutôt les gaullistes, s'est resserré, s'est appauvri d'une certaine manière, puisque Emmanuel Macron en a pris des pans entiers. Et on voit bien que dans la citation que donnait Olivier, on voit bien que le calcul de Laurent Wauquiez n'est plus de couvrir le maximum de champs, mais au contraire d'être dans une ligne. Il est en train de chercher son opposition à Emmanuel Macron, et cette ligne, pour moi, elle fait des gros clins d'œil à Trump, c'est-à-dire c'est le retour des protections, des barrières douanières, il dit pas la fin du multilatéralisme, mais il y a quand même l'idée, on voit bien que dans ce monde qui change, Laurent Wauquiez se dit je me projette vers l'avenir, et l'avenir n'a rien à voir avec le passé et avec des gens comme Jean-Pierre Raffarin qu'il ne doit pas juger complètement apte à percevoir la situation. Il les ringardise un peu d'ailleurs, Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, dans cette interview des Échos. Mais est-ce qu'un parti historique comme le parti LR peut envisager un avenir sans ténor ? Non, évidemment pas, parce qu'à un moment donné, il va falloir, et on l'a vu finalement avec l'avènement d'Emmanuel Macron, aujourd'hui la politique, c'est d'abord un leader qui incarne un courant de pensée, et après c'est un parti. Dans un troisième temps, le parti, à la limite, il est même plus... D'ailleurs, on pourrait imaginer que le parti n'a même plus tellement de justification, en tout cas le parti à l'ancienne. Mais du coup, c'est lui le leader, c'est-à-dire constitué. Il doit devenir le parti, donc il est en recherche de marqueurs. Alors, je ne suis pas là, évidemment, pour défendre Laurent Wauquiez, mais il dit en fait qu'il y a deux problèmes en Europe de façon évidente. Vous avez une crise migratoire, et on ne peut pas faire l'autruche. À un moment donné, il faut effectivement reconnaître qu'il y a une crise migratoire, parce que les peuples feront payer très chèrement les hommes politiques qui ne le reconnaîtront pas aux prochaines élections. Je pense que c'est assez clair aujourd'hui. On commence à le comprendre en Europe. Et la deuxième chose, je ne sais pas si c'est du trumpisme, mais c'est en tout cas l'idée qui, pour le coup, me paraît pas totalement sotte, de dire faisons attention à la réciprocité dans notre ouverture au commerce des autres. Et d'ailleurs, ça peut être de la réciprocité sur les conditions sociales de production. Il y a un moment donné, il faut qu'on... D'ailleurs, je crois qu'il a cette expression qui est pas mal, il faut arrêter de faire le ravi de la crèche. C'est pas totalement faux. Je pense ravi pas que de ça l'Europe, soit... je crois qu'il dit. Oui. Il n'y a pas de référence. Le ravi de... de l'Europe, je crois. De l'Europe. Oui, bon, pardon, il n'y a pas de... J'ai lu le ravi de la crèche. Pas de référence. En tout cas, c'est pas complètement stupide de dire qu'il y a cette question économique. C'est pas outrancier, en tout cas, je trouve, de sa part pour l'instant. J'ai noté une phrase aussi, qui définit peut-être là où il veut aller. Il dit « Prenons garde sur la durée au danger qu'il y a à ne pas écouter les peuples ». Et il me semble que c'est un clin d'œil évident à la victoire du non au référendum sur la Constitution de 2005. Et c'est vrai que cette population du non n'a pas trouvé d'écho, hormis aux extrêmes depuis 13 ans. C'est quand même très long. Pour ceux qui sont pour le non, mais ni d'extrême droite, ni de l'extrême gauche, il n'y a pas de camp politique aujourd'hui. Et je pense que c'est vers là qu'il veut se diriger. Deuxième thème de ce match, c'est la violente charge de Jean-Louis Borloo contre la politique d'Emmanuel Macron. Celui qui a été en charge du plan banlieue a tenu des propos très critiques. C'était lors d'une réunion à Valenciennes. C'est RTL qui a diffusé l'enregistrement d'abord. Et les mots, ils sont sans ambiguïté. Écoutez. Moi, mon sentiment, c'est qu'on est en train de remplacer le vieux monde des solidarités par le jeune monde des abandons de ceux qui ont besoin de la solidarité. C'est un problème d'une monarchie qui, en fait, a plus de moyens. Et ce qui me dérange, c'est que les quelques moyens qu'elle a décidé d'arbitrer pour permettre à ceux qui courent le plus vite de courir de plus en plus vite. Alors depuis, l'ancien ministre a un peu rétro-pédalé, interrogé par nos confrères du Figaro, il dit ceci: si certains l'ont pris pour eux, ce n'était pas mon propos, qui ne s'adressait pas au gouvernement ou au président. Ça n'avait rien à voir avec le président. Si on essaie de faire le lien, c'est juste ridicule. Alors on est tous ridicules ?
Oui, bon, il rétropédale, il a le droit de rétropédaler. Ce qui est intéressant, c'est le moment où ces premières critiques majeures, fortes, interviennent. Depuis 1 an, on n'entendait personne vraiment trouver d'axe pour critiquer Emmanuel Macron. Et là, il y a 2 sujets, on le voit bien, qui émergent et qui n'ont pas fini, à mon avis, de fructifier dans l'opposition. C'est l'Europe qu'on vient d'évoquer, et c'est le social que vient d'évoquer Borloo, et qui est quand même issu de la droite, centre-droit, et on voit bien que sur ces 2 sujets, il y a 2 angles d'attaque pour qui veut aujourd'hui attaquer Emmanuel Macron, et Jean-Louis Borloo ne s'y est pas trompé. Alors il rétropédale parce qu'il s'est peut-être pas rendu compte de la forme, ou je ne sais pas, mais l'attaque, elle est très claire, et ce ne sera pas la dernière. Et non, c'est pas la dernière. Xavier Bertrand, ce soir, attaque à son tour Emmanuel Macron. Il attaque la politique en faveur des premiers de cordée, ce qui ne rime à rien. Le coup des premiers de cordée, ça rime à quoi? Ça ne rime à rien. Voilà les déclarations de Xavier Bertrand ce soir. Alors, moi j'allais dire, peut-être que c'est la boîte de Pandore, mais pour l'instant, c'est plutôt la preuve encore de la puissance d'Emmanuel Macron, puisque qui le critique vraiment ouvertement et, pour dire violemment, vous avez Jean-Louis Borloo et vous avez François Hollande, c'est-à-dire des retraités de la politique qui n'ont plus rien à perdre, ou plus exactement plus rien probablement à gagner. Dans le cas de Jean-Louis Borloo, il y a aussi un petit peu de vengeance d'amoureux déçus, à qui on a refusé ses 48 milliards. Alors effectivement, il est amer, on peut tout à fait le comprendre. Donc il y a quand même de ça dans sa critique. Tant que la critique viendra uniquement, on pourrait dire, de ce genre de personnes, je crois que ça prouvera qu'il a encore, Emmanuel Macron, on pourrait dire, la politique bien en main. Peut-être sa boîte de Pandore, et peut-être que maintenant, à partir, on arrive là au 1 an, clairement, on va se voir, pour dire, une vraie opposition se développer et se structurer. Oui, parce que sur le fond, mais tout de même, cette critique de manque de solidarité commence à être un sérieux marqueur de ce quinquennat. Et ça revient dans les bouches de tous les opposants d'Emmanuel Macron, voire en interne. Ce qui est incroyable, ce qui est proprement incroyable, c'est d'entendre la droite prendre ce cheval de bataille, enfourcher ce cheval de bataille. Ça n'est pas là-dessus qu'on l'aurait attendu, mais c'est évidemment un angle. Comme la gauche est totalement inaudible, c'est la droite qui l'enfourche. C'est un peu contre-intuitif, même si Xavier Bertrand s'est repeint, après avoir eu différentes couleurs caméléon, aujourd'hui s'est repeint sous une couleur plus sociale, mais c'est évident. Il me semble que la droite va utiliser ces 2 angles-là, l'Europe et le social. Le social va revenir, parce que ce qu'on sent bien, c'est un cafouillage dans le pouvoir d'Emmanuel Macron. Cafouillage. Oui, il y a eu une succession de couacs, de communication auxquels il ne nous avait pas habitués. Et même si de la com reste de la com... à quoi vous pensez précisément? Alors, cette vidéo avec le pognon dingue? Le pognon dingue, la vidéo avec le jeune adolescent, la photo de la fête de la musique qui est suivie avec cette séance de communication au Vatican. Les pensions de réversion aussi. Mais l'ensemble donne, même si point par point tous justifient la fête de la musique, pourquoi pas le Vatican, pourquoi pas s'expliquer. En fait, ce qui donne une impression de confusion, c'est l'ensemble, dans un moment où depuis 1 an, on nous avait habitués à une très grande maîtrise, très grande verticalité, très jupitérienne, ça veut dire très en contrôle. Et pas une présidence bavarde. Exactement. Et là, on est dans chaque petite polémique qui n'a pas beaucoup de sens, prise isolément, qu'on pourrait dégonfler en 5 minutes. Mais l'ensemble, chaque petite polémique nous donne une grande impression de confusion et d'un président qui ne sait plus tout à fait où il va. Olivier Babot. Alors d'abord sur les critiques de la droite, c'est quand même la droite qui a battu et qui bat parfois un petit peu la campagne. Quand vous avez un Guillaume Pelletier qui explique qu'il faut augmenter le SMIC, puis tous les autres derrière qui disent mais non, effectivement, dans la critique, il y a un petit peu de désarroi en réalité. La deuxième chose, c'est, encore, moi je ne défends pas pour le coup Emmanuel Macron, mais enfin, il y a un moment donné où en France, quand vous arrosez pas 2 milliards un peu partout, on dit que vous faites pas de social. Il y a un moment donné où peut-être qu'il faudrait dire faire une économie qui marche, c'est aussi faire du social, mais effectivement, c'est peut-être moins visible, c'est moins immédiat. Mais surtout, on attend qu'elle marche. Et la troisième chose, oui, mais ça ne fait pas en un jour. Et la troisième chose, c'est qu'évidemment, il y a un problème de communication. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, par exemple, la CSG, on n'a parlé que de la CSG, alors qu'on n'a pas vu le côté positif. On n'a parlé que du verre vide. On n'a pas vu le verre qu'on avait rempli, puisqu'on avait coupé une partie des charges sociales sur les salaires. Donc, il y avait un moment donné où ils n'ont pas réussi à montrer le sens. Et c'est probablement souvent leur problème, en dehors des petits couacs, où c'est vrai qu'on est dans un univers médiatique, aussi, qui adore faire grossir ces trucs-là. Donc il y a un moment donné, surtout qu'effectivement le président se lâche un petit peu dans ses petites phrases, et puis maintenant il y a un micro partout. Il les alimente, les médias. Oui, il
les aliments, donc tant mieux. Mais en dehors de ça, vous avez un problème effectivement de communication sur le fond de la méthode. Et le CSG, c'était quand même assez emblématique, ou la taxe d'habitation. Et ça nous fait cette transition parfaite vers le dernier thème de ce match. C'est encore une charge contre la politique de l'exécutif. Cette fois, on parle économie, justement. La Cour des comptes, qui n'affiche pas vraiment le même optimisme que le gouvernement. Attention aux bonnes nouvelles en trompe-l'œil, nous dit en substance Didier Migaud. Ça va mieux en apparence, mais en fait, la dette n'est pas encore stabilisée, elle continue d'augmenter. Nous sommes d'ailleurs le seul pays de la zone euro à connaître une augmentation de notre dette en 2017. Le déficit est plus élevé que celui de la plupart de nos partenaires européens. Et puis, notre déficit structurel est aussi parmi les plus élevés des pays de la zone euro et même des pays de l'Union européenne. Alors on parlait des effets de cette politique économique d'Emmanuel Macron qui se font un peu attendre, en tout cas pour les classes les plus défavorisées. Là on a carrément le patron de la Cour des comptes qui dit attention, ça ne va pas forcément dans le bon sens. Mon sentiment qui est assez éloigné de celui d'Olivier, ça n'est pas ça n'est pas le manque de pédagogie. Je crois rarement au manque de pédagogie. C'est que les masques tombent au bout d'un moment. Et dans cette politique qui était censée avoir une cohérence, elle manque de cohérence. Je suis désolée. On avait dit on va libéraliser tout en protégeant les plus faibles. On l'a fait, mais c'est à la marge et c'est vraiment pas convaincant. On avait dit on va contrôler la dépense publique. Ce qui fait très mauvaise image, c'est ce rapport du comité Action publique 2022 qui devait nous dire justement quel choix on allait faire et comment nous allions, comment le gouvernement allait faire pour réduire les dépenses tout en étant social, etc. Résultat, ce rapport qui devait être présenté en novembre, puis en février, est quasiment enterré. Maintenant, Benjamin Griveaux nous parle de philosophie. Ah, alors le rapport, c'est la philosophie, faut pas le prendre à la lettre. Je trouve que cette façon de repousser, qui n'est pas le seul sujet, sur l'islam, c'est pareil. Ça fait exactement le même timing. Depuis novembre, en juin, on attendait une position. À chaque fois, ça monte. Emmanuel Macron dit on va prendre des positions. Là, Gérard Collomb nous a dit finalement, on va lancer une grande consultation. C'est deux exemples qui n'ont absolument rien à voir, qu'on jugera peut-être pas de même importance. Et qui montre qu'il y a peut-être un vrai cafouillage de fond. En tout cas, sur certains sujets, il y a une incapacité à prendre des décisions et ça n'est pas de la pédagogie. Là. Olivier, où sont les décisions ? En fait, je suis assez d'accord. Zut. C'est vrai qu'on a un déficit, certes, qui va passer sous les 3%. C'est une victoire symbolique, mais il faut bien comprendre que c'est uniquement dû au rebondissement de l'activité. Et ce rebondissement de l'activité, qui ne va pas durer. Par définition, ça, on ne sait jamais trop, d'ailleurs. Et puis, ça a dopé les recettes fiscales. Et donc, ça fait que, paradoxalement, en 2017, on a augmenté d'un point le taux de prélèvement obligatoire. Alors, pendant la campagne, évidemment, on a dit on va baisser les dépenses et on va pouvoir baisser les prélèvements. Pour l'instant, on n'a pas baissé les dépenses. En revanche, les prélèvements sont plutôt augmenté. Donc vous dites aussi qu'il y a une incohérence. C'est la réalité. C'est formidable. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a la Cour des comptes. Heureusement qu'elle est là pour faire des diagnostics. Et effectivement, c'est tout à fait vrai. Pour l'instant, on n'a pas montré notre capacité à baisser les dépenses. Bon. C'est intéressant, le cap 2022, parce que finalement, est-ce qu'on ne sorte pas, ou est-ce que peut-être une lueur d'espoir? Est-ce qu'on n'aurait pas identifié le vrai problème? On fait des super diagnostics en France. Tout le monde sait depuis très longtemps ce qu'il faut faire. Et on en fait plusieurs. En général, on fait des synthèses diagnostiques. C'est assez facile de faire les rapports et de compiler. Mais on n'arrive jamais à mettre en œuvre. Et là, le fait de dire, bon, on ne va pas annoncer ce qu'on va faire, en gros, on va le faire. Parce que c'est ça. Moi, dire c'est une philosophie, c'est-à-dire c'est une méthode en réalité. C'est une méthode assez novatrice. Et on va voir ce que ça va donner. Alors c'est vrai, nous on est un peu sur notre faim parce qu'on aimerait bien savoir, on aimerait pouvoir faire les calculs. Ça va forcément, soyons sérieux, c'est un paquebot immense, ça va être très très long, ça va être très compliqué et il va falloir beaucoup de courage et de suite dans les idées à suivre. Et on va devoir s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Pierre Bond-Joseph. Il est le responsable du pôle magazine chez Public Sénat et il vient de réaliser un documentaire sur Simone Veil à l'occasion de la panthéonisation de l'ancienne ministre. Et ça s'appelle Simone Veil, mémoire d'une immortelle. On en parle avec lui juste après cet extrait. Le débat a commencé à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974 à 16h. Edgar Faure, en jaquette, pour marquer la solennité de l'événement, est monté au bureau, et puis Simone Veil a entamé son discours. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue.
Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Et on va aller plus loin avec le réalisateur de ce documentaire dont vous voyez de voir un extrait. Pierre Bonde-Joseph, bonsoir, merci d'être avec nous, responsable du pôle magazine chez Public Sénat. Ce documentaire s'appelle donc Simone Veil, Mémoire d'une immortelle, sera diffusé samedi prochain sur Public Sénat à 21h30 et dimanche aussi à 12h30. Peut-être vous vouliez déjà commenter cet extrait? Oui, alors l'extrait il est connu d'abord, ces images on les a tous, sauf que je dirais la spécificité de ce film, c'est de s'appuyer sur le contre-champ, sur ces documents que finalement personne n'a vus, puisque Simone Veil les gardait avec elle, et il s'agit en l'occurrence de son discours. Donc on voit très bien les mains écartées sur les feuilles, elle lit ce document, on a pu le voir, on a pu l'approcher, et puis du coup, c'est quelque chose de très émouvant que de voir ces annotations, des mots raturés, mais aussi les pauses qu'elle va marquer ou les mots qu'elle souligne. C'est la partie un petit peu intime de Simone Veil. Au-delà de ses notes de ministre de la Santé, il y a aussi cette lettre envoyée à sa famille depuis les camps de concentration. Vous avez eu accès à des documents très forts, très intimes. Alors, la petite différence avec l'intimité de Simone Veil, c'est qu'on a eu accès à des archives qu'elle considérait comme importantes, qui pouvaient être des documents officiels, des correspondances. Il ne s'agit pas du tout je dirais, des photos de famille ou ce qu'on a pu voir dans d'autres films. Là, il s'agit vraiment de les pièces importantes qu'elle voulait garder avec elle. Alors, par exemple, il y a ces agendas de l'année 1979 où elle va passer du ministère de la Santé à la présidence du Parlement européen. On voit qu'elle a des rendez-vous avec André Fontaine, le directeur du Monde, et puis on voit qu'elle va voter, et puis on voit ses rendez-vous avec le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Donc ça nous renseigne sur, je dirais, la chronologie, mais il y a des choses aussi plus intéressante en ce sens qu'elle renseigne sur la méthode de travail de Simone Veil. Elle fait un discours, par exemple, en 1984 sur l'ouverture de l'Europe au monde. Donc, à ce moment-là, on voit le document, on voit les ratures de Simone Veil et on voit les corrections de son mari. Donc, ça raconte... Bien sûr, la relation entre les deux, le rapport de travail aussi. Exactement. Et donc, ces archives, elles nous racontent ce petit supplément qui n'est pas de l'intime, mais qui nous ouvre un peu les yeux sur la façon dont elle avait de travailler, par exemple. Est-ce que ces documents nous apprennent des choses qu'on peut encore ignorer de Simone Veil, après avoir vu effectivement beaucoup de documentaires sur elle, de reportages, d'interviews? Est-ce qu'on apprend encore des choses? Alors, on apprend des choses, oui, bien sûr. Il faut savoir que la famille a fait des versements dès 2012. Donc Simone Veil participe à ce travail de mémoire. C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'elle a conscience, et ça c'est quelque chose de formidable, qu'elle va devoir laisser quelque chose aux historiens, mais aux citoyens. Donc non seulement je dirais la mémoire et les archives de Simone Veil sont bien rangées, mais elles ne sont pas lacunaires et elles sont organisées. Et c'est très intéressant en ce sens que moi j'ai découvert évidemment des choses qu'on connaissait d'elle, c'est-à-dire la femme dévouée à l'État. Mais on a l'impression qu'à la fin de sa vie, elle s'est dit je dois rendre quelque chose. Ça ne m'appartient pas, ça vous appartient. Je ne me suis pas servi, je vous ai servi. Et tout ce que j'ai produit, tout ce que j'ai pu accumuler, je vous le cède, à vous de vous en servir. Elle continue de servir la nation jusqu'au bout. Alors l'une des personnes que vous avez interviewées dans ce documentaire, c'est Constance de Vergnette, conservateur du patrimoine aux Archives nationales. Ce qui l'a frappée, elle, c'est de voir à quel point elle n'a jamais dévié de sa ligne directrice, la lutte contre les injustices, la défense des plus vulnérables. On va écouter un extrait de cette interview. Retour à la salle des tri attenante au quai de déchargement des Archives nationales.
On y retrouve Constance de Vergnette, le conservateur en patrimoine, en charge des documents de la famille Veil. Et aujourd'hui, parmi les milliers de notes, elle a trouvé un document exceptionnel. 7 pages de réponses dactylographiées à un questionnaire adressé à la jeune magistrate. Dans ce document, elle explique comment sa déportation, par exemple, a été, même si elle avait la vocation d'être avocate ou de travailler dans le domaine juridique avant cet épisode, sa déportation a été plus ou moins un déclencheur aussi de cette envie, de ce besoin de s'occuper des autres, d'une attention plus particulière aux plus démunis. Donc elle explique par exemple ce paragraphe, elle dit « Décidé depuis mon adolescence à être avocat, pour des raisons plus ou moins bonnes d'ailleurs, l'expérience de la déportation n'a fait que confirmer cette intention, espérant alors pouvoir faire quelque chose pour les condamnés ou anciens condamnés victimes de leur passé, de leur milieu et de leur misère. » Donc là, on y trouve tout ce qui explique en fait son cheminement dans la vie professionnelle. En le voyant, on pourrait se dire que ce document n'a pas forcément un intérêt particulier. Mais c'est en le lisant plus profondément, en voyant ses réponses, qu'elle a toujours été fidèle à ses principes et à ses convictions. Et que ce document écrit en 1960, elle aurait pu très bien le réécrire en 2014, ou enfin très récemment. Ce sont des vrais éclairages sur la personnalité de Simone Veil. Oui, alors là, ce document, il est incroyable parce que finalement, je vous ai dit que tout à l'heure, il y avait des versements qui avaient été des donations qui sont faites dès 2012 et puis elles vont se succéder au fil d'une donation par an. Là, les cartons venaient d'arriver. Donc il y a encore un travail de la part de Constance de Vergnette qui est conservateur et qui nous a guidés, qui était un peu notre boussole parce qu'il faut dire qu'il y a 80 mètres d'archives, c'est colossal. Eh bien, on l'a découvert ensemble et là, elle a 33 ans, elle est magistrate et c'est une période finalement qu'on connaît peu de sa vie parce que finalement pour les Français... On s'est intéressé à des événements marquants, bien sûr. 74 bien et puis sûr. Après son élection au Parlement européen en 79, mais elle est magistrate et elle l'explique, elle fait le lien sur son expérience des camps avec ce qui va guider son choix politique toute la vie. Et dans un autre document qu'on a retrouvé, elle le dit dans ce document avec ses mots, c'est quand même très touchant, dans un style très personnel. Et ce document de 7 pages, il recèle d'autres choses passionnantes. Mais dans un autre document, en 72, toujours magistrate, elle va parler des conditions de détention. Donc on a quelqu'un qui, rescapé des camps, va s'intéresser après-guerre, alors que ça n'intéresse personne, aux conditions de détention des hommes et des femmes. Il faut savoir qu'à cette époque, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir de photos de leurs enfants dans leurs cellules. Et bien là, elle dit, il faut laisser une couverture aux gens qui sont mis à l'écart. Donner une couverture à des gens qui sont mis au mitard, etc. Mais c'est incroyable. Ou laisser un papier et un crayon. Alors quand on le dit comme ça, oui, ça frappait du coin du bon sens. Mais en 72, que quelqu'un qui a connu l'expérience de la déportation souhaite que, y compris les gens condamnés aux plus fortes peines, aient accès à ça, ça nous dit quelque chose de l'humanité et de l'exigence qu'elle avait. Est-ce que ça vous avez percé ce mystère? Effectivement, quand on connaît le parcours de Simone Veil, on se demande comment, après avoir vécu tant d'horreur, elle a pu suivre ce parcours et se mettre au service des plus vulnérables. À l'issue de ce documentaire, vous avez réussi à comprendre d'où elle venait, cette force? C'est très compliqué, d'ailleurs, d'abord parce que je l'ai pas rencontré, évidemment, c'est une évidence, mais j'ai approché quelqu'un qui a officié au moment de sa disparition, c'est Delphine Orviller, qui est femme rabbin, et qui parle de la résilience et de la capacité de Simone Veil qu'elle a eue de pouvoir s'extraire de cette horreur. Dès 1950, donc 5 ans après son retour des camps, elle part vivre en Allemagne et elle le fait. Et je termine sur ce mot de Jean-Louis Bourlange qui dit que finalement c'était quelqu'un qui avait une grande humanité et une grande capacité à laisser ses passions au vestiaire et qui avait une vision, c'était la vision européenne. Et juste un petit mot pour finir, aujourd'hui dans la crise qu'on vit, celle des migrants dont vous avez parlé en début d'émission, je pense que ce regard, j'aurais été intéressé de savoir ce qu'elle pensait de ce moment qu'on vit. Et ça s'appelle Simone Veil, mémoire d'une immortelle, à voir sur Public Sénat ce samedi 30 juin à 21h30 et ce dimanche à 12h30. Merci infiniment Pierre Bon-Joseph d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi à la même heure sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Muriel Pénicaud, ministre du Travail et des Solidarités. Bonne soirée, bon week-end. Restez au cœur du débat.